Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la série Préparation à la certification AWS Certified Cloud Practitioner. Dans cette vidéo, nous allons voir un des aspects intéressants du cloud AWS et qu'il faut connaître donc pour la certification. Donc on va parler de stockage sous différentes formes. Et donc ce qu'on va voir ici, ce sera bien entendu parce que c'est la certification Cloud Practitioner qui est la certification de démarrage du cursus de certification d'AWS. L'ensemble des services de stockage ne seront pas traités dans cette certification, mais les plus importants et ceux qu'il faut connaître, qu'on appelle également le minimum syndical. Alors on est parti pour le stockage, et quand on va parler de stockage dans AWS, pour l'examen et pour les connaissances fondamentales qu'il faut avoir pour passer cette certification et commencer à utiliser du cloud AWS, eh bien, on va commencer à parler de deux types de stockage qui vont être reliés directement à des éléments qu'on a vus dans une vidéo précédente sur la partie compute. Donc on va parler d'Instance Store et d'Amazon Elastic Block Store, ou plutôt appelé EBS. Donc Instant Store, ça va être en fait un stockage temporaire qui sera lié à une instance Amazon EC2, donc une machine virtuelle qui tourne donc du coup sur les hyperviseurs d'AWS. Et donc quand les machines démarreront, elles auront cet espace temporaire qui sera présent le temps de l'instanciation, qui sera perdu en post-instanciation. Donc ça s'appelle l'Instance Store. Pour les données qu'on va vouloir persistantes dans une machine virtuelle AWS, donc EC2, eh bien, on viendra attacher en fait de l'EBS, donc de l'Amazon Block Store. Et donc EBS en fait va fournir lui aussi effectivement un stockage de type bloc pour les instances EC2. De base, les volumes sont entre guillemets bruts de fonderie et non formatés, et ensuite on les monte derrière. Donc on peut attacher ces volumes et les exposer donc comme des volumes de stockage au sein des différents systèmes d'exploitation qui sont derrière. Donc là, en gros, la recommandation effectivement de l'usage d'EBS, c'est les données qui doivent être accessibles rapidement, alors plus ou moins rapidement, on verra en fonction des performances souhaitées, et qui nécessitent effectivement un stockage qui lui est persistant et sur le long terme. Donc, il faut voir finalement les EBS comme tout simplement les disques durs virtuels qu'on va venir attacher à des instances EC2, tout simplement. Alors, ça se comporte comme donc des disques durs. Dans un stockage EBS, les données sont stockées dans une simple zone de disponibilité, une AZ. Et puis, en fonction de vos usages, on l'a vu dans la vidéo concernant les machines virtuelles EC2 dans AWS, on a vu qu'il y avait différents gabarits en fonction de différents usages. Et bien, quelque part, pour les disques durs qui sont de machines virtuelles qui sont donc des ressources EBS, eh bien, c'est un peu la même chose. On va pouvoir définir différentes tailles, ou choisir différentes tailles, différents types et différentes configurations. Et donc, on va pouvoir, bien entendu, avoir effectivement de l'EBS avec en arrière-plan, entre guillemets, des disques durs classiques rotatifs. Et puis, on va pouvoir également, si on veut avoir des performances ou une petite latence, utiliser des SSD, donc là encore avec différents modes, des general purpose ou des SSD qui sont taillés un peu plus par rapport aux besoins qu'on a envie en termes d'IOPS, tout simplement. Une fois qu'on a défini, qu'on a créé ces objets EBS, et donc on a les volumes disponibles, et ben ils sont attachés simplement aux instances EC2, donc soit sur des nouvelles instances qui sont créées et attachées avec ce volume, soit sur des instances existantes, et on vient raccorder effectivement ce volume aux instances. Ça fonctionne, donc ça fonctionne avec tous les systèmes d'exploitation derrière. Alors là encore, on va avoir de la donnée persistante. Ceux qui viennent du monde de la virtualisation ne seront pas choqués, mais on va pouvoir faire ce qu'on appelle des snapshots, des clichés instantanés qui vont permettre de faire du backup incrémental. Euh, Ça peut compléter une solution de backup qui serait externe. Et donc là, on va pouvoir effectivement faire des clichés instantanés de l'état des disques et donc faire ça de manière incrémentale. Et donc on appelle ça des Amazon EBS Snapshot. Et donc effectivement, ça vous permet de revenir en arrière
les sauvegardes précédentes, quoi. Voilà, basiquement. Je ne sais pas si j'ai un schéma ici. Oui, voilà, il y a un schéma. Donc c'est de l'incrémental, c'est-à-dire qu'on rajoute au fur et à mesure des snapshots sur les snapshots, etc. Voilà, tout simplement. Le lien vers la mind map sera donné dans la description de cette vidéo. Et donc chaque fois que vous aurez cette petite icône qui apparaît quelque part dans une branche de la mind map, vous pouvez cliquer dessus et ça vous amènera directement sur la documentation officielle. Alors un autre service qu'il est très important de connaître pour la certification et surtout dans la vraie vie quand on fait de la WS, c'est S3, donc Simple Storage Service, qui est probablement un des services AWS les plus vieux. Donc il a dû apparaître à ma connaissance dès le début d'AWS, c'est-à-dire en 2006. Et donc S3, effectivement, c'est du... Alors là, on n'est pas sur du block storage, comme on a pu le voir précédemment. Là, on est sur de l'object storage. Et donc, sur ces objets qui sont stockés dans un format cloud, pour le coup, c'est vraiment le format qui est probablement le plus utilisé aujourd'hui en termes de stockage objet. Pour le coup, même les API de S3 ont été reprises par d'autres solutions externes. Et donc, on peut implémenter entre guillemets des stockages de type S3, au-delà d'ailleurs au passage d'AWS. Donc l'idée dans S3, c'est de stocker des objets qui peuvent être de différents types, hein. Les objets, c'est basiquement des fichiers, hein. Donc ça peut être, souvent on va trouver S3 pour stocker des vidéos, des photos, des backups, des fichiers de backup, des données applicatives, des logs, etc. Et ensuite, eh bien, derrière, sur cette ressource S3, Amazon S3, eh bien, on va avoir tout un ensemble de fonctionnalités plus ou moins avancées. Comme le service est assez vieux, il est très très mature, hein, et pour le coup, il a une tonne de fonctionnalités disponibles derrière. Donc, c'est du stockage objet. La taille maximale d'un objet est de 5 Tera. Et donc, on peut avoir différentes versions d'un objet. Ces objets sont stockés dans ce qu'on appelle des buckets. Et il existe différentes classes de stockage. Là encore, correspondant à différents besoins. Donc, on va avoir ces classes de stockage que vous allez choisir en fonction, basiquement, qu'il va falloir, le choix va être fait en fonction de la résilience, du coût, du type d'accès que vous allez faire à la donnée. Est-ce que c'est un accès fréquent et peu fréquent? Est-ce qu'il y a besoin de performance ou pas? Voilà. Et donc, on a toutes ces classes à connaître pour la certification. Alors, connaître entre guillemets le déroulé de la classe la plus classique vers les classes un peu plus spécifiques. Mais il est bon de les connaître parce qu'on peut avoir des questions effectivement dans la certification qui vont vous demander pour tel usage quelle classe on prendrait ou quelles sont les deux classes qu'on devrait prendre, etc. Donc si on regarde un peu dans le détail, dans les classes de stockage, bon, on a la classe la plus standard, donc l'Amazon S3 standard, qui elle est vraiment conçue pour accéder de manière assez fréquente à des données. Et donc l'ensemble des informations est stocké au moins avec des réplicas, sur au moins 3 zones de disponibilité. Donc ça veut dire que en termes d'accès ou de disponibilité de la donnée, on ne devrait pas avoir de soucis, sauf si l'ensemble des zones d'une disponibilité d'une région AWS était en panne, mais c'est relativement peu fréquent. Si on a besoin d'accéder un peu moins fréquemment aux accès, aux données, on peut utiliser la classe standard IA, rien à voir avec l'intelligence artificielle, c'est pour Infrequent Access, et donc là c'est bien quand on veut stocker les données, alors encore toujours sous 3 zones de disponibilité, mais qu'on n'y accède pas de manière fréquente, hein, et donc on peut se permettre du coup d'avoir quelque chose qui est un peu moins cher en termes de costing. Encore moins cher, on a le standard S3 One Zone Infrequent Access, donc c'est-à-dire accès peu fréquent, mais cette fois-ci ce n'est pas répliqué sur 3 zones de disponibilité, mais sur une seule, et donc si c'est stocké qu'à un seul endroit et pas à 3 endroits, ça va coûter forcément moins cher. Quand on continue, pour stocker de la donnée encore moins chère et qu'on accède encore moins fréquemment, eh bien on va avoir S3 Glacier, qui lui-même se subdivise en 3 parties. Le Instant Retrieval, donc
Basiquement, on pourrait dire que c'est du stockage vraiment froid glacier, c'est fait pour stocker de l'archive, des choses qu'on va vraiment quasiment jamais aller chercher. Et donc du coup, les mécaniques derrière de stockage dans les data centers d'AWS vont être différentes d'un S3 standard, où là, basiquement, c'est basé sur du disque, pour faire simple, alors qu'ici, on va être plutôt basé sur des systèmes d'archivage de type bande, etc. Et donc, on va avoir un temps de récupération qui peut être plus ou moins élevé en fonction des tiers qu'on va choisir. Donc, on a du glacier en instant retrieval, où là, effectivement, la récupération d'un objet va se faire en quelques millisecondes. Donc, ce sera le plus cher des S3 glaciers. On a le flexible retrieval qui, là, va permettre de récupérer la donnée, mais ça peut prendre entre quelques minutes et quelques heures. Et puis on a le Deep Archive qui, lui, pour le coup, va être le moins cher, mais effectivement, il faudra, ça va se faire dans les 12 heures pour récupérer les objets. Donc là encore, dans la classification, on va partir du standard qui est le plus cher, le plus disponible et le plus accessible rapidement, entre guillemets, en descendant jusqu'au glacier derrière. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il existe également des systèmes de déplacement d'un tiers à un autre, qui s'appelle l'intelligent tiering, et donc il va permettre en fait de déplacer en fonction de certains patterns d'accès, de déplacer les données d'un tiers chaud vers un tiers froid, et donc du coup, quand on est dans une optique d'optimisation financière, et pas de déplacer d'un endroit où globalement ça coûte cher vers un endroit où ça coûte moins cher. Le dernier S3 qu'on peut citer, c'est le S3 Outpost, qui est en fait, alors Outpost, AWS Outpost, c'est les environnements hybrides AWS, donc c'est des environnements qui vont tourner dans les data centers des clients et qui sont reliés effectivement au compte AWS. Et donc on peut avoir des instances S3 qui sont effectivement à demeure dans un data center. Pas grand chose de plus à savoir en tout cas pour la certification. Alors je viens de dire une bêtise en fait. Quand j'ai parlé d'intelligent steering, c'est que effectivement c'est S3 qui gère tout seul effectivement les meilleurs tiers en fonction de pattern. Le déplacement dont je parlais tout à l'heure, c'était le Lifecycle Management, excusez-moi. Donc ça reste des tiers ici. Et donc, si on veut gérer soi-même le déplacement d'un tiers vers un autre, on peut créer ce qu'on appelle des S3 Lifecycle Management. Donc ce sont des policies qui vont vous permettre effectivement, alors soit un système de waterfall, de passer d'un modèle, enfin d'un tiers, par exemple le S3 standard, vers un tiers qui coûte moins cher comme le glacier Instant Retrieval. Et vous voyez ici tous les chemins possibles. On peut aller de S3 standard directement vers du S3 glacier. On peut faire après la cascade complète en descendant de l'un à l'autre. Donc là, pour le coup, c'est bien de se faire une photo mentale de ces différents tiers, parce que pour le coup, ça va vous permettre comme ça de vous souvenir entre guillemets des tiers les plus chauds et des tiers les plus froids pour la certification. Dernière chose à savoir sur Amazon S3, dont je vous l'ai dit, le service existe depuis 2006, il est plein de fonctionnalités, et une qui est intéressante, c'est la capacité en fait d'héberger, de faire tourner un site web statique directement en posant les fichiers dans un bucket S3. Et donc il est possible donc de hoster un site web statique simplement avec du S3, ce qui va coûter relativement peu cher. Donc il n'y aura pas effectivement de processing côté serveur, parce que le serveur, du côté serveur ici, ce sera le bucket S3. Mais pour le reste, effectivement, on peut tout à fait mettre soit des pages statiques tout à fait classiques HTML d'un site web, mais on peut également mettre des scripts qui, eux, bien entendu, seront exécutés côté client. Vous avez toute la documentation qui est ici. Donc là, on a vu le stockage bloc pour les instances EC2 notamment, pas que, mais notamment couramment utilisé. On a vu le stockage objet le plus massivement utilisé de par le monde, qui est effectivement S3. Il y a également chez AWS un service qui s'appelle Elastic File System, EFS, qui est ni plus ni moins en gros qu'un serveur de fichiers as a service. Et donc là encore, on va vous parler de serverless file storage. Donc c'est vraiment un serveur de fichiers comme on pourrait l'avoir dans un data center, sauf que
parce qu'il est serverless et que c'est un service managé, managé par les équipes d'AWS, basiquement, vous n'avez pas à gérer les serveurs qui sont derrière. Donc derrière ce service, bah, effectivement, c'est facile à provisionner. Il n'y a pas à gérer toute la quincaillerie sous-jacente, hein, le provisioning, le déploiement, le patching, la sécurité de tout ça, enfin la sécurité de l'infrastructure sous-jacente. Et puis derrière, vous avez des celles-là qui vous garantissent que le service va être fonctionnel. Et donc, à partir de ce service, effectivement, on va pouvoir avoir des clients qui vont se connecter dessus et qui vont consommer les fichiers qui sont exposés sur ces serveurs de fichiers as a service. Donc, qu'on soit sur des machines virtuelles EC2, qu'on soit sur les solutions qui permettent de faire tourner des containers dans WS. Donc, ça, j'en avais parlé dans la vidéo Compute. Donc, savoir ECS, EKS et puis Fargate. Que ce soit du serverless, du function serverless avec Lambda, ou d'autres serveurs, mais globalement, effectivement, les file systems sont montés bah, comme des, comme des file systems traditionnels, des serveurs de fichiers, avec les protocoles traditionnels. Donc, le système est scalable, dans le sens où la montée en charge est assurée par le service et par les équipes AWS derrière. Et c'est un service régional qui est dispatché sur plusieurs zones de disponibilité. Et donc, ça assure effectivement également la résilience du service à l'échelle d'une région. Autre service important à connaître pour l'examen dans la réalité, c'est Amazon RDS pour Relational Database Service, qui est un service très important chez AWS, parce qu'effectivement, là, on est encore sur un service qui est managé et qui permet effectivement de rapidement de déployer, d'opérer et de faire scaler en fait une base de données relationnelle, le tout en quelques clics ou quelques lignes de commande. Là encore, c'est quelque chose qui supporte le déploiement multi-AZ, et ça vous permet de gagner du temps sur les tâches administratives de la partie infrastructure qui ne sont pas les plus intéressantes au monde. Alors ce qui est intéressant sur RDS, c'est que, alors effectivement, comme c'est opéré, c'est un service managé, il y aura par exemple des choses qui seront complètement simplifiées, comme l'installation, le patching et la partie backup. Alors le backup d'ailleurs au passage ira sur S3, dont on vient de parler tout à l'heure. Et ce qui est intéressant sur Amazon RDS, c'est le nombre de moteurs de bases de données relationnels qui sont disponibles. Donc il y en a plusieurs. Il y a Aurora. Alors Aurora, pour le coup, ça c'est du pur Amazon entre guillemets. Et Aurora, en fait, c'est un moteur compatible avec MySQL et PostgreSQL. Et donc, c'est fait pour des workloads qui ont besoin d'une très haute disponibilité. Très haute disponibilité, pourquoi? Parce qu'il y a 6 copies de la donnée qui sont réparties sur 3 zones de disponibilité, et donc on a ce backup en permanence continu qui est fait vers S3. Donc ça, c'est un des moteurs d'Amazon RDS, mais il y a bien entendu les moteurs Postgre, MySQL, MariaDB, Oracle et SQL Server, et globalement, ça couvre quand même pas mal de besoins du marché, parce que là, on a quasiment les leaders en termes de bases de données relationnelles qu'on peut trouver aujourd'hui dans les organisations. Un autre service de gestion de données important, c'est DynamoDB. Alors DynamoDB, en fait, c'est du NoSQL, donc là on n'est pas sur un modèle de type relationnel comme on a vu au préalable. Et donc on va travailler, donc là encore il y a un fort SLA sur la disponibilité. Il y a de la réplication multi-région qui est assurée. Et donc ce service-là, donc il est là encore serverless ou PaaS, prenez le terme que vous voulez, mais globalement, vous ne gérez pas le maintien en condition opérationnelle du service, vous êtes plus un consommateur du service. Ce sont pour des bases de données donc non relationnelles, donc du NoSQL, et c'est un service de base de données de type clé-valeur, où on met ce qu'on veut en clé et ce qu'on veut en valeur. La promesse derrière, c'est de délivrer des performances qui sont en dessous de la milliseconde. Et donc avec un système de scaling automatique, là encore, service managé derrière. Donc si vous pensez ou si vous avez des questions sur la base de données, quel service choisir pour faire du key-valeur, du key-value dans AWS, pensez à DynamoDB. Vous pouvez avoir également souvent dans les réponses potentielles, on peut vous parler également de DocumentDB. Alors DocumentDB, c'est une implémentation PaaS de MongoDB en fait. Amazon Redshift, c'est un data warehouse. Donc c'est une solution pour stocker effectivement des grosses quantités de données, faire des silos de données après sur lesquels on va travailler.
Et puis, pour ce service-là, euh, eh bien, vous pouvez collecter les données depuis plein de sources différentes et puis après les accumuler dans cet entrepôt de données. Et donc ça va faciliter, effectivement, ça permet de simplifier les relations entre les données, simplement parce qu'on va agréger les données dans un endroit et puis après on va travailler sur toutes ces données agrégées ici. Quand on parle de base de données dans du cloud, on doit se poser la question de comment amener des infrastructures à demeure ou de chez un autre fournisseur dans AWS. Eh bien, il y a un service pour ça qui s'appelle AWS DMS pour Database Migration Service. Et donc là, ça va permettre effectivement de gérer des migrations ou des réplications pour déplacer des bases de données et les workloads d'analytique directement chez AWS. Ça supporte la migration d'à peu près une vingtaine de bases de données de moteurs analytiques. Et l'usage, effectivement, il est soit pour effectivement migrer des applications de event test, enfin, c'est des exemples d'usage, pour consolider des bases de données, pour faire de la réplication, ou pour faire seulement une migration depuis une autre plateforme. Voilà, eh bien, on vient de terminer ce tour des services minimums, des sujets minimums à connaître pour la certification AWS Certified Cloud Practitioner sur la partie stockage. On se retrouve pour d'autres vidéos toujours concernant les différents sujets à connaître pour cette certification. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou aller simplement voir la playlist. Merci beaucoup et au revoir.